Cooper, you remind me today of a small Mexican chihuahua. You say goodbye, and I say hello, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning. Je suis Sofiane, avec moi comme toujours Dorian. Salut Sofiane, ça va? On va parler de l'épisode 6 de la saison 2. Oui. Les démons. Demons. Les démons de Twin Peaks. C'est pas ta chanson préférée, ça? C'est canoniquement ma chanson préférée. Ouais, c'est bien. Il y a des synthés, c'est spooky, je suis au rendez-vous. C'est spooky. C'est spooky. Attends, les démons de minuit, quoi. Quoi de neuf sinon? Il y a un coffret de Twin Peaks qui a été annoncé? Oui. Ah ouais. Il a l'air énorme ce truc. Il a l'air énorme, il est plutôt pricey. Il est stylé, mais il est précis. Oui, il est un peu cher. Il regroupe donc les 3 saisons de la série. C'est le coffret télévisé. Il y en a un qui est le coffret télévisé. Ok. Et il y en a un autre avec Firewalk With Me et des bonus. Waouh. Avec l'intégralité, donc vraiment le pur coffret définitif. Sauf saison 4. Si. Ouais, ça s'appellera Odessa et ça aura rien à voir. Exactement. Et il y a des très bons bonus, comme par exemple des making-of de 20 à 30 minutes sur chacun des épisodes de la saison 3. Oh. Sur chacun des épisodes de The Return. Eh ben, on va investir. Bah voilà. On va mettre de côté. Vraiment, au moins pour ça vaut le coup. Il y a aussi des interviews avec Kyle. Ils ont inclus David Lynch qui fait du quinoa ou pas? Je ne crois pas que ça soit inclus, c'est dommage. Bon, bah voilà. Mais c'est sur YouTube, si vous l'avez jamais vu. David Lynch. Il y a un spoiler de la saison 3 par contre, David Lynch qui. Ouais, faut le savoir. Faut le savoir. Passons à l'épisode. Mais oui. Alors, il est écrit et réalisé par l'équipe B habituelle de Twin Peaks, c'est-à-dire Leslie Linklater à la réal. Pas besoin d'encore la présenter, hein. C'est celle qui gagne des prix pour Mad Men, pour Homeland et blablabla. Ouais, qui fait des très bons épisodes. La bossue dans l'épisode. Le Igor du One Night Jack. Et on a Harley Payton et Robert Engels qui sont les deux membres au niveau de l'écriture de Twin Peaks qui sont hors Mark Frost. Quand les boss ils sont pas là. C'est eux qui écrivent des trucs solides. As a wise person said with a smile, the answer is within the question. La Log Lady de cette semaine, oui, elle commence en mâchant un truc. J'ai aimé la continuité avec le fait qu'elle aime bien mâcher la sève ou je sais plus exactement. Des racines et des trucs comme ça. Des racines. Elle mâche des feuilles. Elle parle de ne pas vouloir être soi-même. Oui. Et de se tourner vers autre chose, comme la drogue et l'alcool. De dissocier un peu? De dissocier, exactement, tout à fait. Et que ce genre de solution est temporaire et peut créer des problèmes plus graves que les problèmes originels. Oui. Par contre, ce qui est hyper frustrant, c'est quand elle dit y a-t-il une réponse? Et elle dit eh oui, et puis elle la donne pas. Elle dit la réponse est dans la question. Ouais. Moi je veux savoir, moi. Moi je veux qu'elle me donne la solution. Est-ce que c'est Transcendental Meditation? À mon avis c'est ça, ouais. C'est la méditation, ouais, je pense. C'est bien possible, Le générique. Oui. Il est différent cette semaine. Ça m'a rendu ouf. C'est-à-dire qu'il y a une petite scène et d'un seul coup le générique reprend. C'est ça. C'est ça. Oui. Pour une fois, d'habitude, on fait des blagues sur le générique, et là, on a enfin un truc à dire vraiment sur le générique. Ouais. C'est que là, il est différent. C'est la première fois qu'on voit ça, et en plus, quand il reprend, c'est pas le thème principal, c'est un autre thème. C'est un truc un peu plus dark et un peu moins sympa. On se repose, on prend un bain chaud. C'est plus cet épisode va pas trop déconner. On est parti. Et il y avait David Lynch au générique. Et il y a des arbres. Et il y a des arbres. The trees. Donc il y a des hiboux et la roadhouse. Ouais. C'est bien. Alors on voit le mélange les arbres David Lynch, le hibou Mark Frost. Oui. Et comme ça, c'est vraiment là, les deux mains dans la main. Exactement. Et ça c'est beau. On a oublié de parler d'un truc. Tu veux dire un élément principal du générique? T'es au courant qu'il va y avoir un Matrix 4? Il va y avoir un Matrix 4. Tu te rends compte? Quand même.
C'est ouf, non? Alors moi, pour la petite histoire, il y a une quinzaine d'années... C'est ton origin story, Matrix. J'étais un peu dans la communauté Matrix. C'était mon truc. Avec la communauté Buffy, c'était les deux. Ok. Et donc je suis très heureux, là. Je suis très content. En plus, c'est l'équipe qui revient avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lana Wachowski... Oui, Lily Wachowski ne revient pas, je sais pas pourquoi. Parce qu'elle fait sa série à côté sur une... Ah, c'est possible. Sur une femme queer qui on suit sa vie et tout ça. Ah, ok. Ouais. Donc elle fait ça de son côté, à mon avis, je pense que le délire cyberpunk a dit bon ben là. Mais il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Il manque Laurence Fishburne. Il manque, bah oui, il faut forcément. Voilà, il n'y a pas Morpheus pour l'instant dans le casting. Et donc il y a quelqu'un qu'on adore qui fait un peu un petit push là. Qui met la pression. Une petite campagne. Voilà, un peu comme le mec qui avait fait une campagne pour être Green Lantern sur Instagram, je sais pas si tu te rappelles. C'est Tyrese, oui. C'est Tyrese. Tyrese de Fast and Furious qui avait fait. Qui voulait absolument être Green Lantern. Ou Sean Young, qu'on en avait parlé dans l'épisode de Dune. Catwoman, ouais, mais c'était même pas à l'époque d'Internet. Qui s'était déguisé en Catwoman et qui avait essayé de stalker Tim Burton. Et il y a quelqu'un qui stocke un petit peu Lana Wachowski en ce moment, puisque l'oiseau est en train de faire un grand push pour reprendre le rôle de Morpheus. Moi, je dis pourquoi pas. Hein. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien notre oiseau. C'est bien notre oiseau. Et donc, il a fait un petit photoshoot en costume, avec les lunettes, avec le costume, etc. Et on l'a posté sur Instagram. Ouais, vous pourrez voir ça. Le gars, il s'est self-tape, quoi. Il a vraiment. Ouais, voilà. Il a fait sa propre. Je crois qu'il mise tout. Pour son retour sur le retour du cyberpunk. Voilà, donc si vous voulez l'oiseau en Morpheus, vous hashtag oiseau dans Matrix 4. C'est ça. Et voilà. C'est ça, c'est la seule campagne qu'on soutient. Ouais, c'est la seule. Bon, avec peut-être sauver l'Amazonie, on va pas être... Ouais. En deuxième position. L'oiseau quand même. L'oiseau en premier. Welcome to the real world. Allons à Twin Peaks. Allons à Twin Peaks avec un épisode qui démarre sur un plan d'orchidées. Oui, alors un gros plan sur les orchidées qui fait penser à Georgia O'Keeffe. Ah bah, j'ai pas la ref. Ah ok. Ah bah c'est l'art, c'est moi qui en parle et c'est toi qui a pas la ref, mais qu'est-ce qui se passe? Ah si, c'est la meuf qui fait des peintures et qui ressemble à... Elle aime pas qu'on dise que ça ressemble à des vagins. Ah, il faut pas dire que ça ressemble à des vagins. Non, à des vulves. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, d'accord, voilà. Oui, carrément. Et on en parlait la semaine dernière de toute façon. Ouais, on en parlait déjà, et puis l'orchidée c'est très sexual. C'est très sensual. Et ouais, ça m'a fait penser à ça. Nous sommes toujours dans la nuit du 7 au 8 mars 1989, d'ailleurs, au passage. Et Harold, il fait un peu flipper, on peut le dire. On l'avait laissé sur le cliffhanger où il s'était lui-même mutilé le visage avec sa petite truelle à la con, là, son truc. Truelle à la con. Je vois que tu es souvent dans le jardin, toi. Ah, j'ai vraiment tout le vocabulaire, le champ lexical du jardinage, moi je suis le premier. Et donc, oui, il est là. Ouais, je t'ai fait confiance. Nanana, je suis un nice guy, tu m'as. D'une certaine manière. Bon, elle a envoyé une pote pour récupérer des trucs chez lui, hein, donc il a quand même le droit de gueuler. Mais il n'a pas le droit de menacer, de faire. Ah bah non. Après, ils viennent de s'embrasser et tout, donc pour lui, tout était faux. Alors que je pense que même Donna, à ce moment-là, elle est un peu paumée. Et d'ailleurs, on blâme qui, là? Les deux? Donna, Harold Moi, je blâme pas trop Harold, en fait. Ouais. Parce que c'est... Là, je suis pas fan de ce mec-là. Si James n'était pas rentré dans la pièce, on sait pas où... rien fait. Je sais pas. Il serait parti pleurer dans ses plantes, c'est bon, enfin, il aurait écouté Maurice dans ses fougères. Il aurait écouté les Smiths dans ses fougères. Non, je pense pas qu'il aurait fait quoi que ce soit, parce que là, il fait son drama queen, mais en réalité... On apprend un truc sur lui, quand même, c'est qu'il a quand même des troubles obsessionnels compulsifs, vu qu'il pense que l'extérieur, c'est dégueulasse, que ce n'est pas clean. Oui. C'est un côté Howard Hughes, un petit peu. Ouais. Après, c'est... Si vous connaissez pas Howard Hughes, regardez le film Aviator. De Scorsese avec... Adam Scott. Avec Adam Scott, oui. Avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Et qui est un très très bon film. Et d'ailleurs, si vous connaissez pas, en gros, c'est un mec... Monsieur Burns des Simpsons est basé sur lui. Oui, Howard Hughes, c'est un vrai gars qui a existé. Oui. Qui était une sorte de grand magnat Enfin, c'était un mec hyper riche qui faisait plein de trucs, en fait. Il faisait des films. Il était passionné d'aviation.
Il aimait faire pipi dans des bouteilles. Oui. En gros, à un moment, il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel et il n'est jamais sorti jusqu'à sa mort. Quoi. Voilà. Et donc, ça fait penser à ça. Et il voulait vraiment que les gens, il ne voulait jamais serrer la main des gens. Il avait toujours des trucs en papier sur lui pour pouvoir ouvrir les poignées de porte, enfin, ce genre de choses, quoi. Mais quand on le regarde, il fait pas mec ultra clean. Il fait mec ultra dégueulasse qui est enfermé dans son délire. On a aucune photo de lui après une certaine période. C'est-à-dire que les 10-20 dernières années de sa vie, on n'a pas de photo de lui. Mais on sait qu'il avait une longue barbe et des longs ongles, genre vraiment des très longs ongles. Okay. Et qu'il avait des seringues cassées dans le bras, enfin des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et donc Harold, je pense, dans une 20-30 ans, c'est possible qu'il vire comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Et donc James arrive. Il est utile pour la première fois de sa vie. Ouais, mais même j'ai noté, il est awkward quand même un peu. Je m'attendais à ce qu'il trébuche sur un truc et qu'il se régale. Mais c'est James, quoi. Il aurait dû entrer en moto. Tu sais, il fait un dérapage, il fait monter les filles. Harold arrive quand même à garder le journal au passage, et là il hurle à la lune un petit peu. Ça fait penser à Bob dans le flashback qu'on avait vu dans le premier épisode de la saison, tu sais, où il hurle comme ça, parce que c'est vraiment un hurlement un petit peu. Il y a une sorte d'écho, une sorte de. On dirait qu'il va se transformer en loup-garou. Ouais, voilà. Ça, il fait vraiment animal blessé. Et Harold, quand même, faut le dire, il est là que depuis quelques épisodes. Ça fait quoi, 3-4 épisodes qu'il est là? Ouais. Même pas, ouais. Et c'est un peu toujours le thème principal parce que les démons, c'est aussi un nom de fleurs. Ah, je sais pas. C'est aussi les démons dont on parle à la fin, comme Bob. Ouais. Mais c'est aussi les démons, les fleurs. D'accord. Et en gros, si tu regardes les titres des épisodes, les trucs comme ça, enfin, le thème souvent de l'épisode est souvent lié à Harold quand même au final. C'est vrai. Il est là que dans une scène. C'est la nouveauté. Il est là que dans une scène par épisode à chaque fois, mais il prend de la place, quoi. Et il est plutôt bien écrit. Enfin, on comprend ce que c'est son deal assez vite. Et creepy. Il est creepy. Surtout quand il se mutile pour aucune raison et qu'il pète un câble. But you're just like all the others. You lie. And you betray. And then you laugh about it. You are unclean. You are contaminated to me. Chez les Bookhouse Boys, oui. Il ramène Audrey, qui est encore droguée. Mm-hmm. Elle parle de son père dans son sommeil. Elle revient un peu une sorte d'agression, on dirait. On dirait. Et elle voit Coop et lui dit qu'elle a prié pour qu'il vienne. Elle ressort son truc, voilà. Mes prières. Donc on n'a pas encore une Audrey en grande forme. Hein. C'est un peu triste pour l'instant. Ouais. Depuis le début de la saison, on a une Audrey endormie. Elle revient dans l'épisode, mais encore une fois, elle n'est pas en forme. Mais bon, après ce qu'elle a vécu... Oui. Faut pas oublier quand même qu'elle a failli coucher avec son père. Oui. Et qu'elle a été droguée à l'héroïne. Elle a 18 ans. Elle a 18 ans, mais ouais. Voilà. Elle est partie dans une aventure qui était beaucoup plus grande qu'elle. Son plus grand vice, c'était fumer des cigarettes dans les placards, quoi. Voilà. C'est ça. Et voilà. Ouais, elle était pas prête pour ça. Elle fait pas partie du FBI. C'est une gamine. Donc ouais, elle a pris un risque et on a hâte qu'elle se remette parce que ça fait mal au cœur de voir Audrey, un personnage comme ça aussi peu utilisé. Mais bon. En même temps, Donna et James, ou alors c'est le lendemain. Non, c'est la même nuit. Ouais. Ils viennent de sortir de chez Harold. Donna et James font la paix. Oui. Avec l'instru de Just You qui joue en fond. Au cas où on oublierait, hein, ça serait dommage d'oublier quand même. Qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial à dire sur cette scène, hein. Non, il dit juste que blablabla, depuis que Laura elle est morte, tout est allé si vite. En gros, il lui dit j'ai réfléchi, c'est toi bébé. Je suis un peu déçu par certains trucs. C'est que jusqu'à présent, James, il était dans le cliché du mec qui est avec une fille et qui drague l'autre. En fait, il joue sur les deux tableaux et au final, les deux deviennent amis. Oui. Et se rebellent contre lui. Ouais. Et là, au final, il a réussi à les sauver. Mm-hmm. Donc, il récupère quand même la fille. Au final, la fille qu'il était censé perdre. On est d'accord, tu vois. Il méritait pas de. Totalement. Il draguait Maddie, embrassait Maddie, etc. Limite devant Donna, c'était très très évident, quoi. Et là, il la récupère parce que voilà, il arrive en héros. Encore une fois, un chevalier blanc qui arrive pour sauver les princesses. Totalement. Quand c'est dans le temps. Totalement. Et je pensais pas que Donna elle serait partante aussi vite. Bon, elle vient d'être attaquée par Harold, qui était son autre. Il est sexy d'un coup, James.
Ah ouais, il sauve quelqu'un, il a une moto. Ah oui, il a composé une musique. Ah, c'est bon. Ça se trouve, elles ont des autoradios, les motos. Ça se trouve, ça venait de ça. Il a fait, tu te souviens, j'ai composé cette. Cooper rejoint Harry. Yep, il parle d'Audrey. Ouais, et Harry a reconnu Jean Reno. Mm-hmm. On apprend que Jean Reno, c'est le boss du trafic de drogue du nord-ouest de Canada. C'est un truc que je n'imaginais pas dire un jour. D'ailleurs, si Jean Reno nous écoute, vous pouvez venir dans le podcast. Avec grand plaisir, je pense que vous êtes... On parlera du Grand Bleu, de Léon, voilà. Des visiteurs. Et c'est tout. Je cherche d'autres trucs, malheureusement. Non, il y a des trucs. Je sais pas lesquels, mais... Il y en a. J'ai noté qu'il y avait le retour du bon gros synthé dronant en fond de cette scène, qui était hyper dramatique. Mais, même s'il parle de Jean Reno, il parle d'Audrey, il parle d'héroïne, Coop, il réalise il questionne ses actions. Ouais. Et là, c'est son petit moment où il fait, j'ai brisé mon code. Il enfreint pas mal de règles quand on y réfléchit pour sauver Audrey. Totalement. Il est parti comme ça en cow-boy. Toutes. Parce que c'est au Canada, donc il est parti en plus de l'autre côté de la frontière pour... Ouais, j'allais dire il est en eau internationale. Ah non, mais il est parti en cow-boy, quoi. Ouais, il a fait appel aux Book Boys et pas au... Il a le shérif avec lui, il n'y a pas plus cow-boy que le shérif, on est d'accord. C'est un petit truc que j'ai noté, c'est qu'il y a un portrait du président Harry Truman dans le bureau du shérif Truman. Alors que l'un des premiers trucs qu'il avait dit, c'était que... Il comprend la blague, quoi, tu vois, c'est genre... Oui. Mes parents, ils m'ont appelé comme ça pour une raison, je vais mettre la photo. Mais ouais, Coop, il questionne ses actions, il dit qu'il a heurté quelqu'un. Il dit qu'il a déjà merdé avant, plus ou moins. Ouais. Commence à en apprendre un petit peu plus. Et un peu plus tard dans l'épisode, on apprend quelques autres trucs. Yes. Et bien sûr, Truman qui le calme un petit peu, mais en lui disant un peu ses quatre vérités, c'est que tu penses trop, quoi. Arrête de penser comme ça. T'es le meilleur agent, le meilleur lawman. Enfin, je sais pas exactement comment traduire lawman, mais t'es le meilleur agent que j'ai rencontré. Meilleur membre des forces de l'ordre, c'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. Meilleure gardienne de la paix. Gardienne de la paix. Que j'ai rencontré, mais tu réfléchis trop. Prends un café. Assieds-toi, Marcella. Coop va donc annoncer la bonne nouvelle à Ben. Qui Ben est encore une fois le père de l'année, je veux dire. Et il est d'abord sait pas jouer la comédie. Il fonce sur ses pieds pour les compter, pour voir que tout est là. Et ensuite il a au fait ma fille. Ah ma fille. Voilà. Et une fois par contre qu'on lui dit qu'elle a été droguée, là il semble s'intéresser parce que je sais pas, c'était une époque où il y avait deux peurs pour les parents blancs, c'était le sida et la drogue. Et c'est quelquefois, avec la drogue, tu pouvais avoir le sida. Ouais. Et c'était dans les années 80-90, période Reagan comme ça, Reagan-Bush, premier Bush. On est dans l'époque de la guerre contre la drogue, ce genre de truc. Et... Totalement. Donc pour lui, c'est peut-être le pire truc qui puisse arriver. C'est qu'elle soit droguée, elle meurt d'une overdose, parce qu'après, qu'est-ce que t'expliques aux membres de la communauté que ta fille, t'as ton précieux joyau, ta fille qui d'un seul coup tombe dans la drogue, et voilà quoi. Il veut pas finir comme Leland en fait, tu vois. Ouais. D'accord. Moi je l'ai pas nécessairement vu comme ça, mais ça a plus de sens. Moi, au début, il joue complètement la comédie, mais quand il lui parle de la drogue, là il se tourne et il fait merde, putain, elle prend la... moi j'avais l'impression que quand Coop lui apprend pour la drogue, il se dit plus là je suis vraiment dans la merde. Parce que, pas vis-à-vis de sa fille, bon évidemment sa fille c'est relou, mais j'avais plus l'impression qu'il disait faut vraiment que je fasse gaffe à comment je gère mes affaires, parce que sinon je vais me faire prendre, et que la drogue c'est à cause de Blackie qui voulait se venger du fait que Jerry c'est complètement hook. Ouais, mais j'ai quand même cette impression que faut pas penser que Ben est à 200% mauvais entièrement. Je pense qu'il a c'est quand même sa fille. Il y a quand même une partie de lui qui, d'abord, il pense à l'argent, mais ensuite, il pense quand même à sa fille, tu vois. C'est pas. Mais tu l'as trouvé sincère, le pire hug du monde là non, ça c'est pas sincère. C'est vraiment même Cooper pendant toute la scène, il est là. J'attends qu'on passe à la scène suivante. S'il pouvait, il serait en avance rapide. Cooper. Non, il est pas à l'aise non plus. Justement, il est pas à l'aise dans ce rôle, quoi. C'est pas son truc.
Léo est ramené à la maison. Ouais, Bobby galère à faire limite il file les chassés dans la chaise roulante pour qu'il rentre. Ça veut dire que c'était le grand bad guy de la saison 1, Léo. C'est quand même marrant. Là, il est en... Ouais. J'ai mis Léo Acting Masterclass. Comme les grands sont tombés, oui. Et ouais, c'est vrai qu'il a pas grand-chose à faire, mais il le fait bien. Bah ouais, il a vraiment rien à faire et il est au top du rien à faire. Il le fait très très bien, il bouge pas du tout. Et on a on voit Shelly et Bobby en mode papa-maman, ils sont sur leur 31 tous les deux, lui il a un costume, elle a une veste, mon dieu, elle est... T'as noté que le gars qui vient pour l'assurance et Shelly, ils portent tous les deux du plaid, et que c'est le festival du plaid, et ce peut pas être plus early 90s que... Enfin c'est vraiment... il y a les épaulettes aussi, hein. Il y a tout. Et le mec de l'assurance, il est plutôt impressionné que Bobby et Shelly, parce que Bobby c'est le cousin soi-disant, et Shelly c'est sa femme, ils vont vivre ensemble pour s'occuper de Léo. Ils se doutent de rien. Voilà. Encore un personnage, à chaque fois qu'on check avec Bobby et Shelly, on a un personnage qui est très grotesque, très cartoon presque. Là, on dirait que l'autre il se met à pleurer en disant il a tellement de chance. Mais même là, presque toutes les scènes avec eux, c'est drôle. Enfin, c'est censé être humoristique. Ouais. C'est un peu le comic relief de chaque épisode maintenant. Donc ils ont un chèque de $700 alors qu'ils attendaient un chèque de $5,000. Et j'ai envie de dire haha. Et ils s'engueulent un petit peu. Et il y a Léo qui fait des bruits bizarres et commence à faire flipper. Il fait des bulles. On les retrouvera un peu plus tard. Ouais, avec grand plaisir. Donna essaie de convaincre Harry de récupérer le journal secret. Ouais, Truman il commence à en avoir un petit peu marre du Scooby Gang. Le club des 5 là, qui prennent des initiatives, qui font des plans sans dire à la police. Il commence à perdre patience et on comprend quoi. J'aime bien quand on le voit un peu plus parce qu'il est toujours un peu gentil et naïf et là tu sens que il dit qu'est-ce que vous avez fait encore comme connerie en gros. Ouais. Et quand il lui dit il faut aller chercher le truc, il lui sort genre il faut enfin non t'es une gamine de la ville, j'ai du boulot quoi. Mais tout ça on s'en fout. On s'en fout complètement puisque Enter. Excuse me, I'm looking for a Sheriff Harry S. Truman. That's me. Federal Bureau of Investigation, Regional Bureau Chief Gordon Cole. That's a real mouthful, but I can't hear myself anyway. Gordon Cole. Interprété à merveille par notre petit David Lynchou, qui est parfait. J'ai marqué, il est parfait, je l'aime. Voilà. j'ai rien d'autre à dire sur Gordon Cole. J'ai mis Gordon Cole tout en caps lock, personnage génial dès les premières répliques. Non, en fait, c'est le mec, il arrive et tu te dis, c'est ça qui manquait à Twin Peaks. Oui. Il est. Je sais pas si ça a trop du sens, mais il est plus Twin Peaks que tous les autres personnages à ce moment-là. Avec la Log Lady, c'est peut-être les deux plus Twin Peaks. Ouais. Et le voir arriver comme ça, il est mélange d'humour, de mystère, et il est sérieux parfois quand il est sérieux. Quand il faut être sérieux, il est sérieux. Il est touchant, il est bienveillant, il est wholesome à fond, mais c'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est ça. Sonore. Parce que c'est quand même drôle de se dire le concept du personnage, qui est un mec qui hurle ses secrets. Oui, il passe son temps à hurler les secrets en fait. Et dire viens, on va parler ensemble. C'est censé le mec qui garde et qui a plein de secrets, mais il passe son temps à les gueuler quoi, sur tous les toits. C'est un peu une. Il est bon à faire pour son boulot, hein, par contre. Oui. Ça, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Il est un peu une parodie de Lynch. Oui. Parce que Lynch, il a une voix qui porte, il a une voix qui est très haute. Et là, c'est David Lynch up to 11. C'est vraiment, il est au max. C'est crank up that radio. C'est crank up that David Lynch. Et carrément. Ouais, et il enchaîne. Toutes ces phrases, elles sont incroyables. Son appareil auditif. Je t'en prie. Il date de 1948. Voilà. C'est pour la petite anecdote. Le truc qu'il a là, et il est très classe. D'ailleurs, je crois que c'est en or. Ouais. Et... Tu penses qu'avant, il avait cette espèce de cône qui mettait directement dans son oreille. What? On apprend qu'Albert a eu les résultats, puisque Albert ne visite plus trop Twin Peaks en ce moment, visiblement. J'ai oublié de chercher s'il avait un film en même temps ou quelque chose qui a obligé donc Gordon Cole à exister. Là, c'est possible. Ouais. J'ai pas regardé, mais parce qu'Albert, il en a fait des trucs. Enfin, l'acteur. Ouais. Miguel, qu'on salue.
On apprend donc que la drogue de Mike est super bizarre. C'est que ça nous confirme qu'il y a un truc qui est pas net. On apprend que le mot Firewalk With Me trouvé sur le lieu du crime, ça vient d'un journal. Ah, ça j'ai loupé ça, ok. Ouais, je crois, hein, si j'ai bien suivi. Et on apprend que la personne qui a tiré sur Coop portait un manteau vicuña, qui est une sorte de lama, et c'est les manteaux les plus chers du monde. Oh. Donc voilà, on a un gros indice pour ça. Ah. Qui pourrait avoir tiré sur Cooper. Bah, il n'y a pas 36 000 possibilités. Et j'en vois 2. Ouais, moi j'en vois 2. 2 femmes. Ouais, 2 femmes, bah oui, c'est un manteau. Manteau féminin. Et il y a Gordon qui gueule. Mais le voilà le manchot. Exactement. Et même la manière dont c'est filmé, on dirait qu'il y a un zoom là. Oui. Comme ça. Oui. And who did you say you were? I'm Sheriff Truman. Great. Pay dirt. You have to speak up, Sheriff. Hearing's gone. Long story. Got these things cranked up to the max. Ben va visiter Audrey et nous sort ses petites larmes de crocodile. Parce qu'il a peur qu'elle... Parce que d'un seul coup, il comprend qu'elle sait des choses. Elle lui fait comprendre. Maintenant, c'est toi et moi. Et là, maintenant, de père inquiet, un peu, entre guillemets, hein, parce que c'est pas le meilleur père du monde, mais de père un peu inquiet, là, il se rend compte qu'en fait, ok, j'en ai plus rien à foutre qu'elle aille bien ou pas. Il faut que je reste constamment avec elle pour qu'elle dise rien à Cooper. Ben, c'est vraiment le prototype même de l'instinct de survie. Et même, de toute façon, je le trouve très sauvage pour un mec qui se la joue aussi classe avec ses cigares, etc. Il est très carnel et il retourne, tu vois, il bouffe, il baise, il fume, et il a l'instinct de survie, quoi. C'est ça son truc. Ouais, il est assez animal comme. Voilà, il est très animal, je trouve, Ben. Mais moi, ça me surprend pas pour un mec, un businessman comme ça, vu ce qu'on apprend sur ces connards de sur Trump et tout le bordel. Bah, on est un peu. C'était le premier exemple de cette époque-là. Yep. Et elle veut donc que Cooper la raccompagne, ce que Cooper va bien sûr faire, parce que c'est. Mais Ben, il dit. Bah, on a qu'à rentrer tous ensemble, parce qu'il veut constamment regarder Audrey pour être certain qu'elle dise rien du tout. Ça fait mal au cœur un peu, parce que moi je veux qu'Audrey balance tout à Cooper et qu'ils partent ensemble. Elle a 18 ans. Je sais. C'est un peu jeune quand même. Bon, ils partent ensemble et ils ont une telle alchimie entre eux qu'on peut pas m'entendre. Non, mais ils peuvent être platoniques, mais juste qu'ils la sauvent. Enfin. On retourne voir Nadine. On parle de gamine. Ouais, on retourne voir Nadine et Big Ed. Nadine a son petit uniforme d'écolière, elle est contente. J'ai envie de dire, moi ça me fait très plaisir de voir Nadine heureuse. Et cette scène j'ai trouvé marrante par contre, sa manière de sauter sur le canal. Elle a toujours la super force. Ouais. Et je crois qu'elle file une hémorragie interne à Big Ed. Big Ed, il sera plus jamais le même. Je crois qu'il est brisé à l'intérieur. Il a 3 côtes cassées. La tête. D'ailleurs, Big Ed, il a une patience, ce mec, mais c'est. Et je crois qu'il a pas le choix. Là, il a peur pour sa vie. Donc. Non, mais c'est le personnage le plus patient de Twin Peaks, j'ai l'impression, Big Ed. Daddy? Yes, darling? I would like Agent Cooper to take me home if that's all right with you. Fine. Well, maybe we could all go together. Et on passe d'une scène assez drôle à une scène un peu plus inquiétante avec Josie qui se fait violer par Jonathan. Alors, ou violer, ouais. Ou alors c'est un vieil amant qui force. En tout cas, c'est pas son cousin. Ça, en tout cas, elle a pas l'air d'avoir accepté d'être heureuse d'être là. Et non. Donc, pour moi, c'est plus ou moins une agression sexuelle, je pense. Même si elle est très belle allongée dans son canapé avec sa peau de bête ou j'en sais rien. Là, ouais, elle est sexualisée à mort, mais c'est vrai qu'elle a pas. Elle est pas heureuse. Non, elle a pas l'air. J'ai ça. l'impression que c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur elle et qui en profite à tous les niveaux. Quoi. Il en profite à tous les niveaux. Et là, elle est amoureuse de Truman carrément. Tu vois, là, c'est la personne avec qui elle a envie de coucher, c'est Truman. Et, Moi, je la vois moins attachée à Truman que ça. Je pense qu'elle a un petit truc pour Truman, ce qui fait que. Je pense qu'elle aime Truman. Tu penses? Mais elle ose pas se l'avouer. C'est plus ça en fait. Ouais. C'est genre, non, je suis au-dessus de ces conneries, moi, il faut que je pense. Elle aussi, elle a l'instinct de survie, justement. C'est pour ça qu'elle quitte Twin Peaks. Ouais.
avant de se l'avouer, préfère partir. Voilà, c'est pour ça que quand Truman il lui sort je t'aime 2 fois de suite, ça m'a brisé le cœur. Parce qu'il est vraiment... Mais je t'aime. Oui, parce qu'en fait, Jonathan il menace de tuer Truman si elle fait pas ce qu'il veut, ce qui veut dire partir avec lui ce soir et être sa femme ou un truc dans le genre. Ouais, voilà quoi. Du coup, ce serait pour le sauver un peu. Pas pour le sauver, mais pour... Ouais, aussi, ouais. Parce que la meilleure des solutions pour tout le monde, entre guillemets, même si tout le monde est triste, c'est qu'elle parte avec David et Jonathan. C'est la meilleure David et Jonathan. C'est la meilleure solution pour tout le monde, sauf pour elle, au final, quand même. Ouais. Même bon, si maintenant elle est riche. Maintenant, elle est riche. Ouais. James rejoint Maddie au bord du lac. Mm-hmm. Il s'excuse, il s'en veut. Ouais. C'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne petite résolution. Non, mais tu sens comment il a réfléchi quand même à ses conneries. Il s'est dit, je vais aller parler à Maddie avant qu'elle parte et tout. On sent qu'il allait se garer face aux arbres. Là. Oui. Non, mais tu sais, il aurait pu l'éviter tout simplement. Elle s'en va, voilà, et on n'en parle plus, tu vois, comme beaucoup de personnes feraient de nos jours. Non, au fond. Oui. Mais au fond, c'est pas un mec mauvais, il est juste un peu con. Il est con. Et des fois, il fait des conneries. Il a un bon fond. Voilà. Juste, ça fait très longtemps qu'il n'est pas allé faire un pique-nique et que ça lui pèse. Mais on en apprend beaucoup plus sur Maddie dans cette petite scène que dans toutes les scènes qu'on a eues depuis le début de la saison, j'ai l'impression. Parce qu'on apprend que elle a grandi avec Laura, elles se ressemblaient toutes les deux. Et elle aurait toujours aimé être Laura, puisqu'elle était timide, elle avait les lunettes, tous ces trucs-là, le cliché, quoi. Oui. Et elle a adoré, là, jouer, être dans la peau de Laura pendant quelques... C'est ce qu'elle dit là, donc, ça peut être 2 choses. Soit c'est la résolution très hâtive de son arc, en disant, elle l'a subi, et puis en fait, en y repensant, être comparée à Laura, c'était plutôt une bonne expérience. Quand elles étaient jeunes, elles étaient tout le temps proches. Elle dit nos cerveaux étaient connectés, donc elles avaient une connexion. Déjà les deux avaient des visions et tout ça. Mais je me dis ça contredit vachement ce qu'elle disait à Leland dans l'autre scène où elle disait que c'était un cauchemar d'être là. Elle était juste venue pour enterrer Laura et là tout le monde la prend pour Laura et elle pleure et. Je pense que c'est 2 choses. Ouais. C'est 2 sentiments. C'est être quelqu'un d'autre. Mais est-ce que être cette personne c'est une bonne chose en fait? Ouais. Mais le plaisir d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Je pense surtout que elle est partagée entre les deux. Être au centre de l'attention et la plupart du temps c'est plutôt elle attire la convoitise. En tout cas celle de James. Donc ouais. Et James qui fait son mec. Il lui dit qu'en gros, j'arrive pas à rester amoureux pendant plus de 2 semaines en fait. C'est ça mon grand problème. J'aimerais que mon cœur qu'il reste amoureux de Donna pour toujours. Mais au bout de 2 semaines, c'est si dur. Au bout de 2 semaines, dès qu'il y a une autre meuf qui arrive, voilà quoi. Du grand James quoi. Et toute la scène, vu ce qu'on a depuis le début de la saison, je m'attendais à ce que Donna débarque et qu'elle fasse. Encore. Bah merde. Non, je m'attendais à ce que James il dise tout ce que je veux, c'est partir sur ma moto et faire un pique-nique. Quoi. Bientôt, j'espère. Mais donc Maddie rentre chez elle. Ouais, le lendemain, elle part le lendemain. Adieu. Bye, James. Josie et Ben trinquent pour célébrer l'incendie. C'est une scène que j'aime beaucoup. Ouais. C'est peak soap. Ouais, mais la manière dont c'est joué, Joanne Chen, elle est vraiment parfaite dans ce coup-là. Ouais. Juste voir les deux s'échanger coup après coup comme ça, tout ça pour qu'au final Ben perde en plus. En tout cas, ils sont égaux. On a plus envie de voir Josie gagner que Ben, on va dire, quand on regarde cette scène avec tout ce qu'on sait sur Ben et tout. Donc, j'aime bien cette petite scène. Au moment où il parle de qu'il faut pas, quand Josie elle lui dit de pas jouer, pas faire des jeux avec elle. Enfin, je sais pas comment traduire. Enfin, là, toute la scène qui suit, tout l'échange qui suit, il y a vraiment le côté jouissif des méchants qu'on avait dans la saison 1 avec Catherine et Ben. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Et que là, j'ai retrouvé et c'était vraiment
Ah, c'était vraiment cool. Non, Ils ont chacun leur clé à la con. Je vais t'enterrer. Ah ouais, tu veux m'enterrer? On sera enterrés chacun, on sera enterrés côte à côte. Puis avec les clés en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'elle sort une clé et elle sort une encore plus grande clé. Non, très très bien cette scène. Donc Josie gagne le droit d'avoir son argent, mais est-ce que c'est moi ou c'est le chèque que Tojamura lui avait donné? Ah! Tu sais, il lui dit 5 millions et il lui donne un chèque qui est déjà tout fait. Ouais, non, c'est possible. C'est le chèque de Tojamura? Ouais. Ok, ouais, c'est bien ce que je me disais, d'accord. Donc au final, Josie, elle a pas vraiment gagné, je pense, parce qu'elle se retrouve avec le chèque de quelqu'un d'autre. Un chèque en... Ouais. On sait pas pour l'instant ce que c'est Tojamura. Ouais. À suivre. À suivre. Moi, je m'attendais à ce qu'il lui file la mallette qu'il avait filée à Cooper, mais non. Ah oui, moi aussi. Il a pris le premier bout de papier. Parce qu'elle voulait du cash en plus. Ouais. Mais au final, c'est plus 5 millions, donc il n'y aurait pas assez dans la mallette. Hein, parce que c'était 125 000, je crois, dans la mallette. Ouais. Enfin. To the fire. Bobby et Shelly font la scène la plus connue de la série. Une des scènes les plus... Enfin, on se comprend. C'est un gif super connu sur Twitter. Voilà, c'est un gif. Avec la tête de Léo qui est comme ça, avec un kazoo dans la bouche, un chapeau de fête sur la tête, des lunettes de soleil. Il chante. Des lunettes de soleil pendant que les deux sont derrière. Bobby avec une bouteille de Jack Daniels à la main. Très Weekend at Bernie's. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ils disent leurs 4 vérités à Léo, et là on a un sentiment de vengeance de leur part. On sent que Shelly a beaucoup... C'est tant mieux pour Shelly, Bobby un peu moins, parce que bon, voilà... Bobby c'est plus t'as touché à ma meuf. Voilà. Mais Shelly, tant mieux qu'elle a enfin... bon, le problème c'est que c'est un légume, c'est pas... Voilà, le mieux ça aurait été Léo en prison, et elle qui lui annonce ses 4 vérités. Ouais, parce que là on a Bobby qui fait un peu une liste de tous les trucs de connard que Léo a fait. Ensuite ils se mettent à faire des trucs sur la table et Shelly elle a peur. Et ils se rendent compte que là ils redeviennent un peu, d'un seul coup ils ont un sentiment de mal-être, ils se disent ah c'est peut-être pas bien ce qu'on est en train de faire en fait. Et donc ils essaient et donc tu vois Bobby qui essaie de rattraper un peu la situation en disant non on va s'occuper de toi, t'inquiète pas Léo, etc. Donc on sent qu'il y a c'est quand même des bons gamins, mais qu'ils ont tendance ils ont peur surtout. Ils ont tendance à se moquer des trucs cruels, comme beaucoup de gamins, beaucoup d'ados et beaucoup si tu te rappelles de Shelly juste après l'enterrement où elle se moquait de Leland, tu sais, dans la scène, et tu te dis ces deux-là ils ont un côté les petits gamins, c'est des petits cons, mais ils ont quand même un bon fond quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment par peur, parce que si Léo il fait un truc là ils se font dessus, hein, je pense. Donc tu m'étonnes. Attends. Et Léo tombe dans le gâteau. Hein. Voilà, dans une scène qui est vraiment au millimètre. Où c'est très slapstick, c'est un des trucs les mieux. J'aime bien le petit détail de Bobby qui lui rattrape avec la queue de cheval. Ouais. Il le tire par la queue de cheval quand il le remonte. Et comment il s'appelle l'acteur Eric Daré, l'acteur qui joue Léo. Ouais. Je le trouve très bien alors que j'étais pas un grand fan de lui dans la première saison. En même temps, là en légumes, je le trouve c'est pas très cool de dire ça. Ouais, non, il est bien, mais après c'est vrai que il a pas grand chose à faire, mais ça lui va. Cooper et Gordon se rejoignent enfin avec une petite scène sympa où Cooper il rentre à peine dans la pièce et il sait tout de suite que Cole est là. Ouais. Et Cole sait tout de suite en entendant le claquement de doigts que c'est Cooper. John Dale Cooper. Ils sont sur la même longueur d'onde les deux. Et donc il lui dit c'est des âmes sœurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils sont dans le même c'est le même genre quoi. Ça pourrait être un peu une version plus excentrique et plus vieille de Cooper Lynch. Ouais. Cole. Bah oui, mais Cole oui aussi. Oui. Gordon Cole qui annonce à Cooper qui lui fait penser à un petit chihuahua mexicain. Alors justement, pourquoi il lui dit ça? Qu'est-ce qui lui fait, à ton avis, qu'est-ce qui lui fait penser que c'est un petit chihuahua mexicain? Alors, moi, ma petite interprétation tombe un peu dans les spoilers, mais en gros, ce serait une sorte de code. Oui, parce que c'est pas vraiment un spoiler. C'est pas un spoiler. C'est que Gordon Cole, c'est un des plus hauts gradés au FBI et il aime bien parler. Ils veulent devenir. Ouais. Il aime bien parler en code. Ouais. Vous le verrez plus dans Firewalk With Me, dans The Return. C'est son truc, donc c'est sûrement un message codé qu'il essaie de lui dire, parce que ce serait bizarre sorti du contexte comme ça.
Mais ça peut aussi totalement être juste. Mais Cooper n'a pas l'air de comprendre le message codé. Il dit quoi? Je crois qu'il lui redemande ensuite pourquoi est-ce que vous m'avez dit. Mais alors c'est quoi cette histoire? Mais ensuite il embraye sur autre chose. Donc c'est quoi comme message codé à ton avis? Ok. Bon, voilà, je sais pas. Toi, c'est quoi ton... Comment t'interprètes You remind me today? Le truc qu'il veut dire à Cooper ensuite, quand il lui dit de parler, viens, on va parler dans la pièce, même si tout le monde discret, même si tout le monde entend, c'est qu'il est en train de se noyer un petit peu. Il est en train de s'attaquer à plus gros que lui. Il s'attaque à plus gros que lui. Il se laisse dépasser par les un petit peu comme un chihuahua qui n'a pas peur. Ah, tu sais, les chihuahuas qui aboient face à un truc. Les trucs énormes devant eux, ils vont attaquer. Alors qu'un petit coup de pompe et voilà, c'est fini, on n'en parle plus du chihuahua. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et j'ai l'impression qu'il lui dit tu me rappelles un peu un chihuahua parce que voilà, t'es en train d'aboyer devant plus grand que toi et tu devrais te calmer un petit peu. Ouais, c'est pas impossible. On en apprend un peu plus sur le passé de Coop. Ouais. On apprend qu'il a été blessé à Pittsburgh. Ouais. Et on a le retour de Windham Earl, dont on a entendu parler un petit peu dans quelques épisodes. Ouais. On apprend que c'était l'ancien coéquipier de Cooper. Et là, il lui envoie une lettre. Ouais. Avec marqué P2K4. Ouais. P2K4. Ouais. Qui est un coup aux échecs. Aux échecs. Qui est un coup pour démarrer. Voilà, c'est le coup du début. Moi, j'y connais rien aux échecs. Moi non plus. Ok. Mais un jour, on aura un spécialiste des échecs. Non, je déconne. On va s'endormir sinon. Gordon lui dit, il faut que tu dormes, il faut que tu récupères un petit peu. Et aussi, il sort 2 + 2 doesn't always equal 4. Encore une fois, une sorte de message un petit peu cryptique. Un petit peu codé. C'est son truc, quoi. Voilà. Et la scène s'arrête là pour l'instant. I must say you look all right. Trace of circles under the eyes, you could catch up on your sleep. But restless nights and uneasy dreams go with the territory. I am tired, Gordon. There's much work to be done, but mind, body, and spirit are up to the task. Without a doubt, I'm A-OK. Proud of you, Coop. On a une scène intéressante parce qu'on voit Leland en mode normal pour la première fois depuis très 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 longtemps. Peut-être même toujours. Il a l'air normal. Il est interrogé par Ben, en gros, qui veut un peu tester l'eau et voir si Leland peut rejoindre son empire criminel, peut revenir dans l'empire criminel. Totalement. Et on apprend quand même que Leland, ouais, c'est un petit salaud. Hein. C'est un véreux. Ouais. C'est la version avocat de Ben et Jerry, en fait, tout simplement. Ouais, totalement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont associés. Ils sont égaux, quoi. Déjà, c'est le seul avocat de la ville, donc ça pue. Ouais. Et puis, et direct, il est dans les combines. Il veut vraiment prouver qu'il est de retour. Et il est bon en plus. Il est bon. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, il lui fait un plan. Ouais, c'est déjà. Ouais. Tu comprends qu'ils faisaient des petites manigances ensemble. En fait, on se demandait où était Jerry. Jerry est à Tokyo en ce moment, donc il va sûrement revenir avec des fin mai. Okay. J'ai hâte qu'il lui fasse découvrir les sushis. Il y a encore un animal empaillé. Qui est un Silver Fox. Un Silver Fox Comme Leland, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu ce que c'était. Et il le regarde, il le touche et tout. Et il prend des petits poils qu'il met dans sa veste. Ah bon? Ouais, ça m'a fait penser à une scène dans OSS. Ouais. Dans le premier OSS, quand Armand est en train de briefer Hubert, il se laisse distraire par un animal empaillé et il lui touche le bec. Et au dernier moment, il se retourne en mode, hein? Bah là, il fait la même chose. Il prend des poils du truc. Sauf que Ben lui dit, Leland, t'es là ou tu vois? Ouais, c'est complètement random, mais c'est bien d'adresser le fait que Leland est un Silver Fox. Parce que Silver Fox, pour ceux qui savent pas, c'est un renard des neiges. C'est les renards blancs. Et c'est aussi comme ça qu'on appelle les mecs, les vieux beaux, quoi. Richard Gere, les mecs de 50 avec des cheveux blancs, silver. Ouais, voilà. Vous savez tout. Donc on a la petite scène avec Harry qui déclare sa flamme pour essayer d'empêcher Josie de partir. Ouais. Et ouais, j'ai juste noté You Know Nothing, Harry Snow, parce que il me fait penser, c'est le Jon Snow de... Ouais. C'est le Jon Snow de Twin Peaks. Ouais, il est un peu sniffouille. Moi, ma seule note de cette scène, tu sais, il est sur le mur, il est sur dans son sheriff department. Et c'est les hommes du mur pour moi, le sheriff department. Ouais, un peu, ouais. Et il comprend rien aux femmes, et il dit voilà, il est amoureux d'une meuf, mais il comprend pas du tout ce qui se passe. Et elle s'en va au final. Elle s'en va, il lui dit 2 fois je t'aime, elle répond pas.
À la limite, je m'attendais à ce qu'elle dise « je sais ». On est tous passés par là. Yep. Mes seules notes quasiment de cette scène, c'est juste 2 points slash. L'emoji 2 points slash. Pour notre scène suivante, j'ai une petite question. Combien de cigares Ben fume par jour? Ouf. Parce qu'à chaque scène, il s'en allume un. C'est vrai, mais il est sous pression en ce moment. Même Tony Soprano, qui est le parrain de la mafia, donc forcément il a un barreau de chaise dans la bouche tout le temps. il en fume pas autant que Ben, ouais, franchement. Donc Ben est avec Tojamura Hassan. Tojamura Hassan qui utilise la race card en lui disant qu'il a perdu sa famille à Nagasaki. Pour lui dire, je connais le feu. Ouais, et aussi pour dire, bande d'Américains, à cause de toi, à cause de vous, j'ai perdu ma famille et tout, et donc tu sais plus quoi dire après ça, tu sais, t'es là genre, ok. Il lui envoie du white guilt voilà. Et tout cela est interrompu. Par ce putain de Leland qui est possédé par le fantôme de Frank Sinatra. Leland, là, il est un peu moins, il pleure pas erratique, là. Il est un peu moins crazy, foufou que dans les épisodes précédents. C'est-à-dire qu'il chante bien, là. Il chante, il est au micro, il passe bien. Ouais. C'est Ben qui pète un câble. Il pleure pas, mais il veut pas s'arrêter, par contre. Quand Ben, il essaye de lui enlever le micro, Leland, il fait... il veut finir sa chanson. Et on fait un duo. Il finit sa chanson. On sort un album de reprise ensemble. Ben est à bout, quoi. Il n'en peut plus. Ouais. Et il va le virer, d'ailleurs. Ça y est, il n'en peut plus. Tu préfères le Leland qui danse, ou de la saison 1, parce que quand il avait encore des cheveux noirs, ou le Leland qui chante de la saison 2 avec ses cheveux blancs? Moi j'ai une large préférence pour celui de la saison 2. Ouais. Moi je sais pas, je crois que je préfère le voir content plutôt que de le voir danser et pleurer. Parce que c'est très... Ouais. Alors que là c'est vraiment grotesque. Non mais dans la première saison il était dépressif, dans la deuxième saison il était maniaque. Ouais. J'aimerais bien, moi, à chaque fois que j'ai une phase maniaque, mes cheveux ils deviennent blancs, tu vois. J'arrive, comme ça, les cheveux blancs, je fais... Oh non, pas encore. Et là, on a une petite scène très mignonne entre Pete et Tojamura Hassan. Pete qui devrait être dans plus d'épisodes plus souvent. Moi, personnellement, je trouve qu'à chaque fois qu'il est dans une scène, j'ai un sourire tout de suite. Dès qu'il est dans une scène, c'est... Il se fait recaler au moins 5 ou 6 fois de suite par Tojamura. Ouais. Il lui parle de musical. Il a besoin d'amis. Bah ouais, il est seul. Il est seul, Josie elle part. Il a plus Catherine. Il lui parle de Fiddler on the Roof. Il dit qu'il a sniffouillé devant. Parce que la chanson que Leland chantait est une chanson de comédie musicale. The King and I. The King and I. Le roi et moi. Et Pete se boit une pinte de lait. De lait. C'est un gros bébé. Gros bébé Pete. On l'aime. On l'aime. On lui fait un gros câlin. Là où il est. You like musicals? No. Not even Fiddler on the Roof? Frank made me weep like a little baby. Au Sheriff's Department, Philippe Gérard demande sa drogue parce qu'il y a des mecs qui l'empêchent de prendre sa drogue. Ils l'empêchent de prendre ses médocs pour qu'il aille mieux. Ouais. Et là, il y a un petit problème que je trouve, c'est que, encore une fois, enfin, surtout dans les séries et les films de l'époque, et encore de nos jours, on confond vachement la schizophrénie et le trouble de personnalité multiple. Ils ne sont pas les mêmes choses. La schizophrénie, c'est pas Gollum. Ouais. Voilà. La schizophrénie, c'est souvent quand t'entends des voix, que t'as des visions, que tu vois que t'es pas, que t'es déconnecté de la réalité. D'accord. Le trouble de la personnalité multiple, là, c'est United States of Tara, c'est Gollum, c'est Split aussi, voilà. Là, c'est ça. Mais nous, on a toujours dans notre tête que c'est le schizo, tu sais, le schizo qui... C'est souvent écrit dans des trucs sans être recherché, et c'est même pas mal devenu une punchline pour les pires gens. Ouais, voilà, c'est schizo, quoi. Ouais. Un peu comme, je suis trop bipolaire, parce que t'es un peu triste. Parce que t'es lunatique. Voilà. L'absence de médecine, enfin de médoc, rend ce bon vieux Philippe, il devient Orson Welles un peu. Il devient Orson Welles, mais j'avais noté qu'il avait la voix d'un peu de... Merde, comment il s'appelle Vincent Price. Oui. Ah, aussi un peu. Un petit peu Vincent Price sur les bords. Ouais. Il faut qu'on lui... C'était qu'il dit des trucs mais spooky. En tout cas, la différence entre les deux, la scène de transformation, top.
Il s'éclate. Hein. Top, il est génial cet acteur dans la manière dont il le joue, la voix qu'il prend quand il joue Mike est vraiment mais genre bonjour. Tu sais genre Everybody runs. Non, franchement il est au top quoi. Bon, on voit aussi que Gordon Cole n'hésite pas. Donc, il est impliqué. Vraiment, c'est lui qui dit on lui redonne pas ses médicaments sinon. Je crois que c'est Coupe et lui contre Harry. Harry il veut pas lui. Harry veut lui donner les médocs. C'est un petit gentil mignon. Alors que les deux du FBI ils sont là non. Donc il change de voix, de posture, etc. Ouais. Il devient Mike. Et on apprend plein de choses. Beaucoup de choses. On apprend que lui-même est un esprit qui habite les corps. C'est ça. Donc l'esprit Mike habite Philippe Gérard qui est son vaisseau terrien. De temps en temps. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bob, on apprend qu'il aime s'amuser. He is Bob, eager for fun. He wears a smile. Everybody run. C'est un parasite qui se nourrit de la peur. Et il est comme Bob, lui-même. Ouais. C'était son partenaire, sauf que lui, il a vu le visage de Dieu. Et que donc, quand il s'est coupé le bras, donc là, c'est des choses qu'on a appris dans le rêve de Cooper. C'est pour ça que Cooper répète presque tout ce qu'il lui dit. Et qui était aussi dans le pilote international, pour ceux qui l'ont regardé. Je pense que personne l'a regardé. Bah, on sait pas. Et donc lui, c'est l'anti-Bob, il veut stopper Bob. Voilà. De partenaire, il est devenu un peu Némésis, quoi. Arch ennemi qui va essayer de la... Comme Cooper et Windom Earl. Ok. Voilà. Qui était autrefois partenaire et qui maintenant s'envoie. Il y en a un qui envoie des lettres bizarres à l'autre. Ouais. ça sent pas le petit dîner au Double R pour catch-up. Encore une fois, les doubles et les trucs comme ça, enfin les personnages qui se font écho... On pourrait même faire un épisode complet sur ça, juste les personnages qui se font écho, tellement il y a de quoi faire. Totalement. Peu de personnes peuvent voir le visage de Bob, donc ça veut dire que quand il possède quelqu'un, on voit le visage de cette personne, on ne voit pas Bob, quoi. Sauf les gens qui sont gifted. C'est ça. And the damned. Donc les gens qui ont un don, ou qui sont condamnés à mourir. Maudits. Voilà. Ouais. Pas condamnés à mourir. Pas damned dans ce. Je pense que c'est dans ce sens-là du terme, je pense. J'avais pensé condamné plus. Maudit, Ok. Ouais. Ok. Je sais plus, il faudrait qu'on regarde la version française pour voir comment ils ont traduit ça. Non. Et Bob est à Twin Peaks depuis 40 ans. Yep. Et là, actuellement, maintenant, il est dans une large maison dans les bois, qui est habitée par plusieurs esprits, par plusieurs âmes. Plusieurs âmes qui rentrent et qui sortent, et c'est jamais les mêmes personnes, donc c'est un hôtel. C'est le Great Northern Hotel. Pense Cooper. Et là on a un plan du Great Northern Hotel. Avec une musique qui fait archi flipper. Voilà. Et ça se termine sur toutes ces révélations. Quelle fin! Through the darkness, a future past, the magician longs to see. One chance out between two worlds. Walk with me. Donc on apprend que le possible, très probable meurtrier de Laura est en fait un esprit qui possède les gens. Et donc maintenant c'est de savoir qui est possédé par Bob. Yep. Et qui est au Great Northern Hotel. Point de suspension. Mon petit... My two cents, si vous voulez mon avis, c'est Tojamura-san. Évidemment, parce qu'il est mystérieux et asiatique, c'est ça? Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cet épisode? Alors, moi je l'ai beaucoup aimé pour quelques scènes très bien, l'arrivée de Gordon Cole... cette scène-là qui est géniale à regarder, même la scène d'ouverture et puis le synthé qui drone, mais c'est très décousu et on en parlait l'autre fois, les subplots et tout sont vraiment, elles vivent chacun de leur côté et ça me manque de voir les personnages un peu interagir les uns avec les autres. Je trouve que ça me manque encore une fois à cet épisode. Je trouve qu'il est largement meilleur. Mais il est carrément. Celui qu'on a fait
même les 2 derniers qu'on a fait, je crois, s'ils étaient pas top, si je me trompe pas. Ils étaient un peu moins au niveau que les autres. Mais... Ouais, en tout cas. Mais non, moi celui-là, je l'ai bien aimé parce que comme tu le dis, il y a Gordon Cole et franchement, il apporte un truc, c'est un vent d'air frais, quoi. Totalement. Il est parfait et cette révélation, cette dernière scène, elle est géniale et tu peux sentir dans la réalisation que Lynch est présent sur le plateau. Lynch est là. Il est là, Gordon Cole est là et il va dire pourquoi on ferait pas ça, tu vois. Et dans les scènes où il y a Gordon Cole, il y a un effort de réalisation, je trouve. Ouais. Non, moi je pense qu'il faut vraiment faire confiance à... Ah non, elle est très bien. Mais j'ai l'impression que dans les scènes où il y a Gordon, à chaque fois, il y a un truc différent. Le plan où il est devant, là, comme ça, de profil, et il y a Coupe qui arrive. Ouais. Le plan où il dit voilà le manchot et la caméra part comme ça. Oui, mais tu te souviens les plans où ils vont se mettre à chanter là, tous ensemble. Mais ils sont pas beaux ces plans comparés. Ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine ingéniosité sur tout l'épisode. Quand tu réfléchis à ces plans là, les Barbershop Quartet, comme on disait, c'est des plans qu'on revoit jamais dans la série. Ouais. Et ils font un peu moi le plus à chaque fois que j'y pense, au début j'aimais bien et puis maintenant j'y pense et je suis là, je fais ouais. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même il est, je le trouve mieux réalisé que le précédent, mais je trouve que c'est une constante sur tout l'épisode. Il y a des trucs, en tout cas, la réal tente des choses. L'ouverture sur l'orchidée, les plans très expressionnistes dès qu'on est chez Harold et qu'il y a de la menace. Tu vois, c'est. Non, mais à chaque fois que c'est elle gère de toute façon. Elle ramène son A-game. Non, c'est la meilleure réalisatrice en dehors de Lynch, mais elle est peut-être même au-dessus de Mark Frost, son seul épisode. Je pense que oui, parce que Mark Frost est très évident. Oui. Quand il y a des références, quand il y a des trucs, il est très. Vous avez vu. C'est sa première et seule réalisation, donc ça doit forcément, voilà. Il ne l'a jamais refait après, je crois, donc. Je sais pas, je crois pas. Non, puisqu'après il a écrit Les 4 Fantastiques. Alors. Ah oui, il était occupé. On passe à la section spoilers. Eh bien oui. Allons-y. Si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Nous laisser une petite note sur iTunes et nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On a eu un message assez drôle sur iTunes de quelqu'un qui nous a écrit pour nous donner des informations sur l'oiseau. C'est vrai qu'on avait raté. C'est possible qu'on n'a pas la même version de Wikipédia pour nos recherches. Et en tout cas, allez sur la page de Lynch Planning si vous voulez vous aussi écrire votre propre oiseau, hein, pourquoi pas. Carrément. Donnez-nous des news de l'oiseau. Allez, on passe aux spoilers. C'est parti. Really weird stuff. Les spoilers. Coupe. Alors la série, c'est de nous faire croire que Ben est le tueur. Ah. Non. Oh, quand même. Ouais. Oui. Non, oui. C'est vrai. Je l'ai pas trouvé aussi évident que... Une fois qu'on me dit que c'est le Great Northern Hotel, pour moi, c'est genre Ben, ouais. Quoi. On te met tout de suite le doigt vers Ben. On te fait croire que là, il a plein de secrets, il était amoureux de Laura, il a une photo de Laura sur son bureau. Ouais. Quand tu réfléchis un petit peu, lequel on n'a pas encore accusé vraiment, c'est lui. Et alors que pourtant, c'est le plus gros bâtard de la série, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Non, totalement. Moi, j'ai tellement les yeux rivés sur Leland. Oui, parce qu'on sait, mais Leland, on commence déjà à se dire aussi, c'est soit Leland, soit Ben, de toute façon, des deux. À partir du moment où on dit Great Northern Hotel, c'est soit Ben, soit Leland. Il n'y a même pas de Jerry qui est là. Ça va pas être Tojamura, ça va pas être Pete. Ça va pas être Audrey. Non. Donc ouais. Ouais, voilà. C'est l'un des deux. Mais j'ai l'impression que la série essaie pour brouiller les pistes. Même si dans le prochain épisode, on va apprendre qui est le tueur. Ah, ça y est. T'as vu qui réalisait le prochain? Oui. Ouais. Ah oui, c'est Lynch. Oui, mais c'est cool. Ouais, c'est Lynch. Et on va avoir pas comme Tiennement qui va nous rejoindre. Trop bien. Donc l'épisode sortira sûrement pas le lundi, vu qu'on va l'enregistrer le mercredi. On fera au plus. Il sortira dès que j'aurai fait le montage, quoi. Mais c'est bien. Je suis en train de lire un de ces 3 essais. Yep. Hop. Il y en a un qui s'appelle La main gauche de Lynch, l'autre qui s'appelle Exégèse de la Black Lodge, et La substance de ce monde. Et franchement, on
On se croise bien le podcast et ce qu'il dit dans pas mal de trucs, dans pas mal de petites infos et tout. Donc moi je vais les attaquer bientôt. Ça peut être les petits essais qui pourraient vous accompagner en écoutant le podcast. On vous les conseille. J'ai trouvé le mien à la Fnac, donc vous pourrez trouver ça à la Fnac. Ouais, ça va être cool de le recevoir. Ça va être intéressant. Et on va peut-être avoir d'autres invités surprises dans les semaines à venir. On vous parlera. Cool. Parlons de Gordon. Ouais. C'est la première vraie apparition de Cole hors ses coups de fil dans la saison 1. Donc un personnage qui devient crucial dans A Fire Walk With Me et dans la saison 3. Parce qu'il devient, on en parlait tout à l'heure, il devient quasiment le personnage principal de la saison 3. Ou l'un de ceux qui... c'est un des pas. Qui fait avancer le plus. Il apparaît quoi, 3e épisode ou un truc comme ça, donc c'est pas non plus. Le principal, ça restera quand même Cooper. Ouais. On suit toutes les versions de Cooper pendant une grosse. Ouais, voilà, toutes les versions de Cooper. Mais Cole, passe de ressort comique qui de temps en temps se pointe juste pour lancer une mission, comme dans Fire Walk With Me. Oui. Au personnage qui est lui-même en train de mener l'enquête et d'être le sorte de remplaçant de Cooper dans la saison 3. Un peu. On a l'agent du FBI qui a des méthodes particulières. Ouais, totalement. Qui est un petit peu excentrique. Mais... Est-ce que c'est une Marissou? Vous savez ce que c'est une Marissou, les gens? Ils ne peuvent pas me répondre. Pourquoi je pose une question? Oui, Sofiane. Ah, putain. Marissou, ça vient d'une vieille fanfiction sur Star Trek qui a été écrite par une demoiselle de 15-16 ans, un truc comme ça, qui avait inséré un personnage dans sa fanfiction qui s'appelait Marissou et qui était toujours là pour venir résoudre tous les problèmes de tout le monde, qui n'avait aucun défaut et qui sortait avec le personnage principal et tout le monde l'adore alors tout le monde l'adore, machin. Pas prouvé ni rien. Et souvent c'est quand l'auteur se crée son personnage témoin. Son personnage témoin dans le truc. Que la vraie définition de Marissou, c'est ça. Mais de nos jours, elle a été réutilisée pour dire un personnage féminin qui est sorti de nulle part. En gros, quand on te dit que Rey réussit tout dans Star Wars, non, c'est pas une Marissou. Que J.J. Abrams, c'est pas une femme. Il vit pas son fantasme de Star Wars à travers elle. Et en plus, c'est comme ça, à ce moment-là, Luke Skywalker est une Marissou aussi, quoi. C'est le personnage que George Lucas s'est imaginé, un mec qui aime bien conduire des voitures, c'est le même genre de délire que lui, quoi. Tu réfléchis, tellement d'auteurs qu'on pourrait dire ça, quoi. Totalement. Donc, mais là, la question de David Lynch et Gordon Cole, surtout dans la saison 3, où il se met, pour rappeler, il est en contact direct avec Laura Palmer, puisqu'il a une sorte de flashback de Laura Palmer quand il ouvre la porte. Il est presque attiré dans le vortex vers l'endroit, le convenience store, en tout cas dans les escaliers qui mènent en haut du convenience store, où il a vu des hommes barbus dégueulasses. Yep. Il a sa scène avec la française. Il a toutes les scènes où il mate comment elle s'appelle, Christabel Tammy Preston, où il mate Tammy Preston marcher de loin. Oui, il se fait plaisir. Mais voilà. Il a sa petite scène à la crêperie en face là. Oui, il a sa scène à Paris, où son rêve, c'est presque une des scènes les plus importantes de la saison. C'est vrai, du plus crucial. Et même dans la saison 2, pour le peu de scènes qu'il a, il embrasse Shelly. Il se met une scène où il embrasse Shelly, où il se retrouve avec plein de rouge à lèvres et tout, parce que c'est la plus jolie du cast d'après lui. Lynch l'a toujours dit. Munchkin, il l'appelle. D'ailleurs, ils ont une relation super cute, les deux. Ils s'entendent super bien. Et elle a été très heureuse d'embrasser David Lynch, elle arrêtait pas de le dire. Et lui, il était tout aussi heureux. En gros, on dirait qu'ils se sont regardés, ils se sont dit, viens, on fait une scène où on s'embrasse. Voilà, quoi. Donc c'est assez mignon, mais quand on le regarde sans connaître tout ça, on peut dire, c'est le réalisateur qui se met dans une série. Il a 45 piges. Il se met dans une série, il embrasse une nana. Donc, répondez-nous, si ça vous intéresse sur Twitter ou sur Twitter, c'est mieux. Oui. Est-ce que vous pensez de Gordon Cole de manière générale? Est une Marissou. Parce qu'il change beaucoup au fil de.
il a pas du tout le même rôle dans la saison 2, et encore j'en ai vu assez peu. Parce que moi là on vient de voir son arrivée est pas loin de ce qu'on en voit après dans Fire Walk With Me, même s'il se calme dans les 25 ans qui séparent. Il gueule moins dans la saison 3. Hein. Bah c'est parce qu'il a un meilleur. Oui, il a un meilleur truc. Qui date pas de 1948. Voilà, je pense qu'il a update à 82. Il a un petit modèle de 82 et du coup ça lui réussit mieux. Mais sa carrière elle est intéressante et j'aimerais presque ce serait impossible, mais un spin-off sur la carrière de Cole. Ah, ce serait magnifique. Ça pourrait pas être joué par Lynch parce que voilà, mais personne pourrait jouer David Lynch. Donc il faudrait un cartoon ou un comics. Mais il faut la voix de Lynch, donc parce que sa petite carrière. Vas-y. On en reparlera sûrement un jour. Hein. Ouais, mais je trouve que ça fait plaisir. Juste 2-3 trucs. Il a fini Quantico, comment on dit graduate. Il a eu son diplôme à Quantico diplômé de Quantico avec Philip Jeffries. Et non pas Jim Jeffries. Donc notre futur tailleur. Ils ont le même âge. Ouais. Les deux David. Yep. Ça aussi un personnage fascinant où j'aimerais en voir plus. Philip Jeffries, oui. Là on n'y est pas encore. Ça va faire plaisir. On aura beaucoup de choses à dire sur Philip Jeffries. Yep. Notre théière préféré. Notamment son accent sudiste. Son petit accent du sud. À laquelle on ne croit. Oh damn baby don't know. Now what do you think this is there? Now we're not gonna talk about Judy. Franchement l'accent du sud de David. Ça lui va pas du tout, mais c'est incroyable. En plus il est en chemise hawaïenne avec un costume. Ouais, parce qu'il revient de Buenos Aires. Donc voilà. En 69, l'année suivante, il a son accident qui lui bousille ses esgourdes. Où donc il parle jamais vraiment, il explique jamais vraiment ce qui s'est passé. Mark Frost disait que c'était certainement un accident après avoir tiré, tu vois, il s'est pris quelque chose, mais c'est jamais confirmé officiellement. C'est un petit peu un mystère, même si c'est pas le plus important. Une bombe nucléaire. Oui, si tu veux. En 75. C'est pour ça qu'il y a une photo d'une bombe nucléaire. Ça, pour lui rappeler son trauma, tu veux dire? Voilà. Pendant qu'il sifflote du Rammstein. En 75, se lance la Blue Rose Task Force après que lui tombe sur un cas d'une personne qui s'appelle Lois Duffy. C'est dans la saison 3, ça. Yes. Qui tue une personne identique à elle-même. Et juste avant de disparaître, cette personne identique dit I am the Blue Rose. Ça c'est 75. I am like the Blue Rose. I am like the Blue Rose. En 78, il rencontre Coop sur l'investigation de la disparition de Windham Earl, donc il revient pendant l'épisode qu'on vient de voir. Et ensuite ils se disent bye bye jusqu'à plus ou moins là en fait. 89. Et en 83, il est contacté pour reprendre le projet Blue Book dont on a parlé il y a quelques épisodes avec Major Briggs et tout, pour analyser, garder un œil sur l'espace, le cosmos et les probables UFO. Voilà, donc ça lui fait... Moi je trouve que c'est fascinant comme carrière et j'aimerais vraiment un cartoon où... Tu devrais lire les bouquins de Frost, parce que c'est que des trucs comme ça. Ouais. À mon avis, si t'aimes bien juste ce petit résumé là, tu vas parce que des dossiers sur Philip Jeffries, il y a des dossiers sur. Cool. Je sais qu'il y a même L. Ron Hubbard qui fait un. Ouais, il y a L. Ron Hubbard, il y a Trump. Il y a Trump. Ouais, Trump, il est un de ceux qui a eu l'anneau de Jade. Sérieux? Ouais. Une des dernières personnes à avoir été vue avec l'anneau de Jade. Ah, j'ai hâte de le lire alors. J'ai hâte d'attaquer ça. Mais ouais, je trouvais que c'était intéressant de. Ouais, carrément. De jeter un petit coup d'œil à qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver là. Gordon, on va en reparler à mon avis au niveau de Twin Peaks The Return. Bah forcément. Ça va y aller. Ça va y aller. La semaine prochaine, donc on aura pas comme tellement. Ouais. On sera là pour l'épisode 7. Yes. Qui s'appelle, je sais plus comment. Qui s'appelle Lonely Souls. Ah. J'ai une âme solitaire. Intéressant. Ouais, intéressant. On va apprendre beaucoup de choses. Il va y avoir plusieurs morts dans cet épisode. Ah. Ok. C'est réalisé par Lynch, c'est écrit par Lynch et Frost, ou c'est... Enfin, on verra. On en parlera bien assez tôt avec
Back Home. C'est écrit par Frost et réalisé par Lynch. Yes. Voilà. Ils sont la team de la S3. Ils sont là. Quoi. Cool. Bah, hâte de voir ça. N'oubliez pas donc, sur Instagram, vous allez pouvoir voir la photo de l'oiseau. Donc, ouais. Exclu Insta parce qu'on a eu un sponsoring. Ils nous ont appelé, ils ont dit écoutez, si vous avez démarrer la campagne, si vous avez des photos de l'oiseau, si vous avez des trucs. En même temps, on a une relation un peu spéciale avec l'oiseau. Il y a quelques épisodes, il avait dit arrêtez de parler de moi, laissez-nous tranquille. Ouais. Et d'ailleurs, il a dit après l'épisode 9, vous avez plus le droit de parler de moi pendant 3 épisodes, encore une fois. C'est dans notre contrat, on a signé un contrat avec l'oiseau. Et tous les 8-9 épisodes, on doit faire une pause, faire 3 films. C'est de sa faute qu'on fait ça, hein, parce que nous, on n'a pas envie de parler des films de Lynch, on s'en fout. Nous, on est là pour... on est là pour les tartes. Pour la tarte à la cerise. C'est vraiment ça dans Twin Peaks, le café. Qui m'intéresse. J'ai envie de voir si Nadine, elle va retourner à l'école. J'espère qu'elle aura un petit copain. J'ai envie de voir quand Ben il est à fond dans la guerre civile. Tu penses que James il va avoir un autre love interest dans la saison? J'ai envie de voir tous les personnages être mis dans des poignées de porte. le love interest de James aussi. Yep. Ouais. Donc on va, mais je crois qu'on en parlait dans l'épisode d'avant, je sais plus, notre cadence pour la deuxième partie de la saison 2. Ouais, c'est qu'on va faire 2 épisodes. On va faire 2 épisodes, et puis on va revenir à un épisode par épisode pour les 2 derniers. On vous dira un petit peu plus tout ça quand ça démarrera. Comme ça, vous savez quel épisode regarder avant, etc. Ouais. Ce sera plus simple. Ce sera mieux pour tout le monde. Bon voilà, c'est tout. Yep, bon épisode, sympa. Good ep. Great ep. À la semaine prochaine tout le monde. Salut. Sure.